dans l'île de la Réunion. Aujourd'hui, vous êtes membre du Conseil régional du culte musulman, qui fait partie du Conseil français du culte musulman. Le problème, la critique qui est adressée à ce Conseil, c'est que justement, ceux qui composent ce Conseil, je dirais pas ce SL parce qu'il n'y a pas de femmes, mais ceux qui composent ce Conseil français du culte musulman, sont justement issus de formations, de cultures qui ne sont pas forcément adaptées. Ils ont reçu des formations à l'étranger, sont souvent en lien avec des gouvernements étrangers. Alors comment voulez-vous que dans ce cadre on puisse s'inscrire dans un islam de France, pour reprendre une terminologie un peu schématique? J'ai participé à la mise en place du Conseil français du culte musulman, puisque la grande mosquée de Saint-Denis de la Réunion est un membre fondateur. Oui. C'est vrai, il y a eu un certain nombre de difficultés. Il y a des difficultés. Donc le CFCM est naissant. Oui. Donc il fallait des interlocuteurs, donc on a pris un petit peu... Ça fait 6 ans là quand même déjà. Ça fait 6 ans. Ouais. Malheureusement, bon, il y a le poids des pays, il y a le poids des origines, il y a le poids ça. Mais je pense qu'il faut laisser autant. Donc il faut laisser un petit peu une seconde génération prendre en main. Je pense que l'important, le CFCM existe. Il peut parler pour le culte musulman, donc on a un interlocuteur, et il faut lui donner le temps de voir monter, immerger d'autres personnes. Je pense que bon, ça ne se fera pas en quelques années. Il faut que le CFCM se rende crédible. Et la crédibilité va passer par une refonte de son système électoral, de son système. Il y a un certain nombre de choses. Bon, il a été conçu peut-être un peu trop rapidement, mais je veux dire qu'au moins il a le mérite d'exister. Il a le mérite d'exister, donc il faut lui donner le temps de s'organiser. Barry Zakari. Oui, je partage l'opinion de Abdallah Monan. Effectivement, c'est une structure qui est très récente. Et je pense que le pouvoir au sein du CFCM sera pris par des générations nées en France, laïques, de culture républicaine, démocrate et républicaine. Formées en France, au même titre que ceux qui sont formés. Voilà, absolument. Ça, je pense qu'il faut laisser du temps. Oui. Et que le véritable enjeu, je crois que ça a été souligné tout à l'heure par M. Karam et par nos invités, c'est effectivement d'être français, citoyen français, républicain, et de rester en fidélité avec la tradition qui nous a portés. C'est ça l'enjeu, qu'il y ait un équilibre, un véritable équilibre entre notre appartenance au pays d'accueil, sincère, honnête, républicaine, et en même temps l'importance de rester en fidélité avec la tradition qui nous a portés, parce que c'est une colonne vertébrale, ça nous construit. Et nous en avons besoin. Cette spiritualité, vous parliez tout à l'heure de spiritualité, est quelque chose qui peut être essentiel dans la vie d'un certain nombre de personnes, notamment dans le siècle dans lequel on vit, où les repères ont complètement été perdus. Donc je pense que ça, c'est quand même très important. Moi, je plaide pour le fait qu'il faut ne plus regarder l'islam comme une idéologie à combattre, mais comme une véritable spiritualité. Et je pense que ce n'est pas la religion qu'il faut combattre, mais c'est le pacte républicain qu'il faut rétablir, et vite. Et le regard posé sur les musulmans doit évoluer de manière positive et nous devons tous nous y employer. Et je pense que les musulmans eux-mêmes sont en partie responsables de ce regard négatif. Donc il y a un travail à faire aussi du côté des musulmans. Est-ce que vous avez été sollicité pour parler du voile intégral en tant qu'imam réunionnais, Monsieur Mohamed Baga? À l'île de la Réunion, oui, pas encore en métropole. Pas encore en métropole. Vous auriez pu évidemment participer à ce débat. Est-ce que, comme vous avez observé l'actualité, il y a un imam de l'Hexagone, d'un certain quartier de la banlieue parisienne qui a été agressé parce qu'il a pris position ouvertement contre le voile intégral par d'autres? Il a pris position pour. Non, contre le voile intégral. Pour la loi, pardon. Contre le voile intégral, pour éventuellement, oui, l'adoption d'une loi. Pour une loi de portée générale. Et donc il a été, dans le cadre de l'exercice de son culte, agressé en disant qu'il était un traître, etc. Comment réagissez-vous? En premier lieu, je condamne. Je condamne ces actes. Et puis, c'est là qu'il y a la méconnaissance de l'islam. Vous savez, l'islam, c'est une religion d'ouverture, c'est une religion de dialogue, c'est une religion de tolérance. Il est arrivé que le prophète Mohammed prenne la vie avec ses compagnons. D'ailleurs, dans le Coran, Dieu dit « Washawirhum fil amr » Consultez-vous, faites preuve de concertation. « Fa'idha azamta alayhim fatawakkal ala Allah »
Et lorsque vous êtes ferme maintenant, eh bien, ayez confiance en Allah. Il était le prophète de Dieu. Il recevait la révélation de la part de Dieu. Pourtant, il prenait conseil avec ses compagnons. Et il est arrivé que ses compagnons ne comprenaient pas. En l'an 6 de l'Hégire, je vais vous citer quelque chose de fondamental dans l'histoire de l'islam. Le prophète Mohammed quitte Médine avec plus d'1 millier de ses compagnons pour accomplir le pèlerinage à la Mecque, tenu par les polythéistes de la Mecque, où se trouve le sanctuaire sacré. Les Mécois vont interdire l'entrée de la Mecque au prophète Mohammed, alors que chez les Arabes, c'est sacré. Toutes les tribus y ont droit. Alors, il propose au prophète Mohammed de signer un traité de paix. Toutes les clauses de ce traité sont négatives pour les musulmans. Et le prophète, il va accepter ce traité. Tous ses compagnons ne comprennent pas son attitude. Jusqu'à ce que celui qui deviendra plus tard le second calife, Omar ibn al-Khattab, il vient le voir et lui dit « Mais est-ce que tu es vraiment le prophète de Dieu ? Si tu es le prophète de Dieu, mais pourquoi est-ce que tu signes cela ?» Il est arrivé qu'il y avait des divergences d'opinion. Cependant, ils avaient cet amour profond pour le prophète Mohammed. Cet imam, il peut avoir son opinion. Un autre imam ou un autre musulman peut donner son avis différent. Ce n'est pas pour cela que je me dois de réagir par la violence. Mais ce qu'il faut comprendre derrière chaque chose, et là où peut-être le débat n'est pas allé assez loin, malheureusement, on n'aura pas le temps dans cette émission d'en parler. Mais vous reviendrez. Avec plaisir. Mais parce que, vous savez, pour moi, ma religion, je la vis avec passion. Je vais vous faire une confidence. Avant d'aller faire mes études, avant d'aller apprendre, parce que pour devenir imam, c'est des études de 7 ans. Ouais. Ce sont des études universitaires. Vous avez été formé où d'ailleurs? En Inde. En Inde. Avant d'y aller, je ne savais même pas parler indien. J'ai grandi à La Réunion. Et j'ai voulu redécouvrir ma culture. Et l'Inde, c'est un pays merveilleux, où j'ai côtoyé des gens qui vivaient dans une profonde simplicité, dans la pauvreté, et ça vous donne une autre lecture de la vie. Et eh bien, avant d'y aller, pour moi, la conception de ma religion jusqu'à l'âge de 16 ans, c'était qu'il y a les interdits, il y a ce qui est permis. Et puis lorsque j'ai découvert le Coran, il y a quelques nuances quand même. Et j'ai découvert le prophète Mohammed, je me suis dit mais c'est extraordinaire, j'ai rien compris à ma religion. Quelle tolérance, quelle ouverture, quelle science du dialogue. Cet homme, combien il est merveilleux. On a entendu parler de l'islam depuis des années en France. Mais qui a fait l'effort d'expliquer et de montrer aux gens qui était le prophète Mohammed, quelle était son attitude au VIe siècle, en Europe, partout dans le monde. La femme n'a aucun statut. C'est l'islam qui, lorsqu'elle va arriver, eh bien, va rétablir la femme dans sa dignité. On parle beaucoup de la dignité de la femme. Le prophète Mohammed va dire la recherche de savoir est obligatoire pour les femmes. Il va donner le droit à la femme de choisir son conjoint lorsqu'elle se marie. Parce qu'on n'oblige pas une femme de choisir son conjoint. L'islam interdit de frapper une femme. Le prophète Mohammed, au travers du Coran aussi, le Coran donne le droit à la femme de demander le divorce. Si mon mari me frappe, eh bien, je vais devoir me soumettre à lui toute ma vie. Non, l'islam va rétablir la femme dans sa dignité. Elle aura même droit à l'héritage. Et ça, c'est méconnu. Et ce sont si le monde arrivait, si on arrivait à communiquer, à expliquer avec loyauté et avec une sincérité, eh bien, ce qu'est véritablement le message de l'islam, peut-être que les gens verraient l'islam d'une autre manière, sous un autre angle, et aborderaient leur relation avec les musulmans de manière différente. Patrick Caram. J'écoute avec passion ce débat, aussi bien Mme Chiari que vos deux invités aujourd'hui de La Réunion. Et vous voyez bien ce que l'islam peut aussi apporter à la France. Moi, je n'oublie pas tous ces musulmans qui sont morts pour la France, lorsque la France était en danger, comme les Antillais, comme les ultramarins, les Réunionnais musulmans ou pas musulmans, et des musulmans d'autres pays, sont venus verser leur sang pour libérer la France. Le président de la République a fait récemment un geste dans ce sens. Voilà. Donc il y a un passé commun, il y a une histoire commune à ne pas oublier. Mais je voudrais quand même dire à ceux qui salissent leur religion, je voudrais leur dire à ceux qui s'amusent à bafouer les lois de leur propre religion, qui ne rendent pas service, certes, à leur religion, à leurs compatriotes, mais qu'à eux-mêmes, la justice passera et sera impitoyable. Il n'est pas question aujourd'hui, en France, d'accepter des dérives sectaires. Des dérives sectaires, il y en a eu partout, dans toutes les religions. Enfin, c'est pas le propre de l'islam. Je veux dire que les catholiques qui essaient d'empêcher des avortements et qui sont allés jusqu'aux États-Unis à tuer un médecin qui pratiquait l'avortement, on connaît. Simplement, nous sommes aujourd'hui dans un monde où le vivre ensemble est une nécessité. Dans un monde globalisé, on a à faire face à de tels enjeux aujourd'hui, de tels enjeux géopolitiques pour la France, que ne pas être ensemble, pour avancer ensemble, c'est un crime contre la nation française. Donc je leur dis, faites très attention à ce que vous faites, ce sont vos propres
comment dirais-je, co-religionnaires, mais j'ose même pas dire, c'est peut-être même pas la même religion. Ils se drapent du manteau de l'islam, mais ils ne sont peut-être même pas musulmans au fond d'eux-mêmes. Je vous raconte une anecdote. C'est comment dirais-je, on raconte en Asie centrale, parce que je suis féru d'Asie centrale, je suis beaucoup allé là-bas, on raconte en Asie centrale qu'un humoriste musulman était en train d'écouter un prêche. Et le mollah qui le voit cible son action sur lui en lui disant « mais il n'a pas de barbe, et celui qui n'a pas de barbe ne croit pas en Dieu ». Il a regardé le mollah et lui a dit « mais mon bouc a une barbe plus longue que la tienne, est-ce qu'il est plus religieux que toi pour autant ?» Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en réalité, l'islam qui a apporté beaucoup au monde, les mathématiques, on l'oublie. L'islam qui a apporté la médecine, on l'oublie. Les arts, l'agriculture. L'islam ce que l'islam a apporté à la Renaissance française est un fait connu par tous les historiens, tous les scientifiques. L'islam a beaucoup apporté. L'islam peut aussi beaucoup apporter. Peut-être pas en tant que religion, mais en tout cas les hommes et les femmes qui sont ici, en tant que culture et civilisation, les hommes et les femmes qui sont ici ont pleinement leur rôle à jouer dans la construction de la France de demain. On oublie juste l'islam du 11e, du 10e, 11e, 12e siècle. Ouais, l'islam l'Andalousie et tout ça. Donc tout l'islam. Il y a un modèle européen déjà. De l'islam. Aujourd'hui, on met en avant les coutumes, les dérives coutumières, les dérives de certaines femmes. L'islam, c'est la deuxième grande religion mondiale. C'est après la religion catholique, je crois qu'il y a 30% de catholiques et 20 ou 25% de musulmans dans le monde. Je veux dire qu'il y a une minorité, une majorité silencieuse qu'on n'entend pas. Et on met en avant les problèmes de la petite minorité. Oui, juste un mot. Effectivement, il y avait un modèle européen qui était l'islam andalou, mais on ne va pas être passéiste. Hein. C'est vrai que le modèle réunionnais est un modèle dont on peut apprendre, effectivement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'islam est perçue, la perception de l'islam. Il appartient aux musulmans eux-mêmes. Je pense qu'il appartient, maintenant j'en ai la conviction, qu'il appartient aux musulmans eux-mêmes, effectivement, de se prendre en main et de parler, de dire. Il faut que la peur les quitte. Les véritables musulmans, il faut que la peur les quitte et qu'ils s'expriment. Les gens qui ont réussi, et il y en a beaucoup en France, des modèles positifs d'identification. Malheureusement, on ne leur donne pas souvent la parole. Malheureusement, il n'y a pas souvent d'émissions comme celle-ci. Vous savez, il y a eu un film qui a été tourné sur les musulmans de France. C'est parallèle au film qui a été fait sur les Juifs de France depuis le 1900 à nos jours. Eh bien, un exemple, ce film a été présenté sur France 2 à 3 h du matin. Merci, on va s'arrêter là. Merci infiniment pour votre présence et bon séjour dans l'Hexagone, notamment à l'occasion de ce colloque. Merci Monsieur Molland, merci à Patrick Karam, merci Barry Zakiari, merci Mohamed Bagat. Au revoir, merci. Demain, un autre Toutes les France. Au revoir.